Vous le ressentez, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous êtes dans une pièce pleine de monde, et pourtant, le vide s'étend à l'intérieur de votre poitrine, comme un abîme silencieux. Les conversations semblent superficielles, les rires forcés, et chaque mot prononcé par obligation sonne comme une autre couche de poussière, recouvrant quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui vous appartient. Mais qu'est-ce qui vous a manqué exactement? Après 40 ans, ce sentiment commence à apparaître plus fortement. Certains parlent de crise de la quarantaine. D'autres préfèrent ne rien appeler et faire comme si cela n'existait pas. Mais Carl Jung, psychiatre suisse et l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, nous enseigne que cette profonde solitude, cette angoisse silencieuse qui arrive à cette étape de la vie, n'est pas un hasard. C'est un message de l'inconscient. Il appellerait l'appel à l'individuation. Une invitation, pas toujours aimable, à abandonner les masques que nous portons depuis des décennies et à revenir enfin à ce que nous sommes vraiment. La solitude n'est donc pas une malédiction, c'est un signe. Mais avant de comprendre ce signe, nous devons nous demander honnêtement, pourquoi tant de gens se sentent-ils seuls au moment même de leur vie, alors qu'ils ont théoriquement accompli tant de choses? Avez-vous déjà remarqué qu'après 40 ans, de nombreuses personnes ont une maison, une carrière, des enfants ou des relations stables, mais, à l'intérieur, elles portent un poids qu'elles ne peuvent nommer? C'est comme si nous avions obéi à tous les commandements sociaux, étudier, travailler, fonder une famille, être productif. Mais nous avions oublié un détail essentiel. Nous n'apprenons jamais à être nous-mêmes, et c'est là que la solitude entre en jeu. Carl Jung croyait que les êtres humains, pour atteindre la maturité psychologique, devaient affronter leur propre vide. Il a dit « La solitude ne signifie pas ne pas avoir de monde autour, mais plutôt être incapable de communiquer des choses qui vous semblent importantes ou avoir certains points de vue que d'autres considèrent comme inadmissibles. Autrement dit, nous sommes encerclés, mais incompris, présents, mais absents de nous-mêmes. Et tout ça parce qu'au fond, nous n'apprenons jamais à parler à notre propre âme. À 20 ans, on veut être accepté. À 30 ans, on veut prouver qu'on peut le faire. Mais ce n'est qu'après 40 ans que l'âme commence à encaisser une vieille facture. Et qui es-tu derrière tout ça? C'est à ce moment-là que la solitude commence à montrer son vrai visage. Cela cesse d'être une circonstance et devient un miroir. Et nous n'aimons pas toujours ce que nous y voyons reflété. On a l'impression d'avoir vécu toute sa vie dehors, pour les autres, pour remplir des rôles, pour ne pas décevoir. Mais à un moment donné, sans que vous vous en rendiez compte, vous vous êtes perdu. Et maintenant, même si tout semble en place, quelque chose insiste pour vous rappeler qu'il manque encore quelque chose d'essentiel. Quelque chose qu'aucune entreprise, aucun succès ou aucune routine ne peut réaliser. Jung a appelé ça « syndrome du faux soi ». Nous vivons sur la base d'un personnage, le masque que nous montrons au monde. Mais nous oublions qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui nous attend derrière lui. À 40 ans, la vie commence à exiger de l'authenticité. L'armure émotionnelle qui a servi pendant si longtemps commence à s'alourdir. Les amitiés superficielles ne satisfont plus. Les petits théâtres quotidiens deviennent un fardeau. Et vous commencez à réaliser que si vous ne faites pas la paix avec qui vous êtes vraiment, cette solitude vous accompagnera même dans la foule. Mais pourquoi cela arrive-t-il avec autant de force à ce stade de la vie? Parce que le temps commence à avoir un autre goût. Les heures ne semblent plus interminables. Vous avez vu des pertes, vous avez vécu des frustrations, vous avez enterré des rêves. Et tout cela vous a rendu plus réel, plus sensible, plus conscient. Et cette nouvelle prise de conscience appelle de nouvelles questions. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Que reste-t-il à vivre? Et par qui? La solitude après 40 ans, selon Jung, n'est pas la fin d'un cycle. C'est le début d'une initiation spirituelle. C'est un appel pour que vous arrêtiez de fuir votre propre profondeur. C'est l'occasion de découvrir une intimité avec soi-même que vous n'avez peut-être jamais connue. Mais cela demande du courage. Courage pour affronter les silences, abandonner les vieilles vérités, pour affronter les ombres de votre histoire. Et surtout, courage de ne pas s'anesthésier. Combien de personnes connaissez-vous qui ont fui cet appel en se complaisant dans les distractions? Travail excessif, relations vides, réseaux sociaux, médicaments, alcool, des évasions soigneusement planifiées pour éviter de rencontrer la solitude, ce miroir inconfortable. Mais que cachent ces fuites? Et que se passerait-il si, pour la première fois, vous ne couriez pas,
et n'y faisiez pas face? Et si votre solitude n'était pas le problème, mais le chemin? Carl Jung pensait que c'est à cette période de la vie, entre 40 et 60 ans, que l'âme devient la plus active. L'inconscient commence à faire remonter à la surface des contenus piégés depuis des décennies, d'anciens traumatismes, des désirs ignorés, des dons étouffés. C'est comme si l'âme disait « Maintenant, c'est mon tour ». Et si tu n'écoutes pas, elle crie. Et ce cri prend souvent la forme d'une crise, crise de sens, crise d'identité, crise dans les relations, crise de but. Mais Jung nous montre que ces crises ne sont pas la fin. Ils sont la naissance de quelque chose de nouveau. Vous êtes appelé à naître de nouveau, de votre propre essence, plus d'attente des autres, mais ce qui vibre vraiment en vous. Cette nouvelle naissance vous oblige cependant à laisser vos vieilles peaux derrière vous. Et c'est le chagrin le plus dur, le chagrin pour celui que vous pensiez être, le deuil des idéalisations, pour les rêves qui ne se sont pas réalisés, pour les versions de vous-même qui n'ont pas survécu. Mais c'est la seule façon pour que la nouveauté puisse arriver. Et puis, quand vous acceptez enfin ce processus, quand tu décides de regarder avec tendresse ta propre solitude, cela cesse d'être une punition et devient un portail. Vous découvrez que dans le silence vit la clarté. C'est dans le vide que vit la création. C'est dans cet inconfort que se trouve la vérité. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, vous ressentez qui rentre à la maison. Pas une maison faite de murs, mais une maison faite de toi. C'est la promesse d'une vraie solitude. Cela vous ramène à vous-même. Mais êtes-vous prêt à franchir ce portail? Êtes-vous prêt à abandonner l'ancienne vie qui vous occupait, mais qui vous déconnectait? Pour continuer, comprenons comment transformation peut naître précisément de ce moment de rupture. Découvrons comment chaque fin est en fait un nouveau départ. Et peut-être qu'à la fin de ce voyage, vous vous rendrez compte que la solitude n'a jamais été votre ennemi. C'était juste le langage de votre âme demandant une réunion avec votre vérité. Combien de fois vous êtes-vous dit « J'étais censé être heureux, tout était censé aller bien, mais à l'intérieur, il y a encore quelque chose de vide. » Vous vous réveillez, remplissez vos obligations, souriez si nécessaire, parlez de ce qui est socialement attendu. Mais au fond, il a l'impression d'agir. Il y a un rôle qui est joué, et vous ne savez pas exactement quand vous avez commencé à jouer. Ce sentiment est plus courant qu'il n'y paraît, et cela s'intensifie au fil des années, car l'âme, comme le disait Jung, je ne supporte pas d'être ignorée pour toujours. Elle attend, elle regarde, mais il arrive un moment où elle crie, et parfois, ce cri prend la forme d'un silence absolu, d'une solitude qui s'installe même lorsqu'il y a du monde autour, d'un épuisement qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Pour un désir qui n'a pas de nom, parce que ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. C'est à ce moment de la vie, généralement après 40 ans, que certaines vérités commencent à brûler dans les yeux et dans le cœur. Vous regardez en arrière et réalisez que, malgré tant de réalisations, ce qui restait sur le chemin était précisément ce qu'il y avait de plus intime et de plus vrai en vous. Vos désirs les plus purs, votre joie spontanée, votre liberté intérieure. Combien de rêves vous reste-t-il pour plus tard? Combien de versions de vous avez-vous avalées pour correspondre à ce qu'ils attendaient? Combien de fois avez-vous étouffé une vérité juste pour maintenir l'harmonie? Et au final, qui s'est occupé de toi? Ces questions commencent à marteler petit à petit. Et avec eux vient la crise. Crise d'identité, de finalité, d'appartenance. Mais Jung nous enseigne que chaque crise est un appel du psychisme à réorganiser la maison intérieure. Et la solitude, tant redoutée, est l'espace où cette réorganisation peut enfin avoir lieu. Avez-vous remarqué combien de personnes évitent à tout prix ce processus? Il est courant de voir des personnes dans la cinquantaine, la soixantaine se fuir avec des engagements incessants, des voyages constants, la recherche de nouvelles innovations technologiques, des relations qui commencent et se terminent rapidement, des réseaux sociaux pleins et des cœurs vides. Mais le problème n'a jamais été l'activité extérieure. Le problème, c'est quand l'action devient une évasion, quand la routine devient une distraction, quand la connexion avec les autres devient un substitut à la connexion avec soi-même. Carl Jung a dit que la maturité émotionnelle ne commence que lorsque nous cessons de regarder vers l'extérieur et commençons à enquêter sur ce qui se cache réellement à l'intérieur. Mais cette enquête nécessite quelque chose que peu de gens sont prêts à offrir. Courage d'être avec soi en silence. Prenons l'exemple de Clara. Clara a 47 ans, psychologue, mariée,
2 enfants adultes, bel appartement, planning de patients chargé. Mais en secret, elle avoue ressentir une solitude écrasante. Et le plus dur de tous, elle-même ne comprend pas d'où cela vient. « J'ai tout. Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» demande-t-elle, les yeux larmoyants. La réponse qu'il trouva fut douloureuse. Il n'a jamais vécu une vie qui lui appartenait vraiment. Il a toujours vécu pour répondre aux attentes. Il a choisi son métier pour plaire à ses parents. Elle a épousé un homme qui était idéal sur le papier. Il a élevé ses enfants de la bonne manière. Mais tout au long de ce voyage, l'âme est restée pour plus tard. Et maintenant, l'après est arrivé. Clara fait partie des milliers de personnes qui, après des années de dévouement extérieur, se rendent compte que le monde intérieur a été négligé. Et c'est là que réside le plus grand vide. Mais Jung ne considère pas cela comme un échec. Il a vu comment le début du voyage de retour vers le soi. Et c'est à ce stade de la vie que le processus d'individuation, central dans la psychologie jungienne, commence à se manifester plus clairement. Le processus d'individuation est le chemin de la reconnexion avec ce que vous avez toujours été, mais que vous avez oublié. C'est construire un pont entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez, entre ce qu'ils attendent de vous et ce que vous voulez réellement. C'est là que la personnalité commence à tomber et que l'âme commence à s'épanouir. Mais pour que cette floraison se produise, il faut traverser l'ombre. Et la solitude est le terreau fertile de ce voyage. Cela vous éloigne des fêtes vides, de conversations par obligation, des distractions qui vous endormissent, et vous ramène à l'intérieur. Mais attention, ce retour n'a rien de romantique. Il peut être dur, inconfortable, conflictuel. Vous commencez à vous souvenir de vieux rêves, des amours que tu n'as pas vécus, des décisions qu'il a prises par peur et non par volonté. Et tout cela peut faire mal. Mais c'est une douleur qui libère, parce que c'est le signe que quelque chose en vous est encore vivant, quelque chose qui veut respirer, qui veut quitter la surface et vivre profondément. Ce que Jung nous montre, c'est que la solitude peut être le ventre de la renaissance. Et voici une réflexion importante. La société d'aujourd'hui ne nous apprend pas à gérer le silence. Cela nous conditionne au bruit, aux stimuli constants, aux récompenses immédiates. Par conséquent, lorsque le vide apparaît, nous ressentons de la panique. Nous voulons courir, remplir, éviter. Mais le vide n'est pas l'absence, c'est l'espace. De l'espace pour vous retrouver. Prenons l'exemple d'Alvaro, 61 ans. Il a travaillé comme ingénieur pendant 35 ans. Il a pris sa retraite avec un bon compte d'épargne, des enfants adultes et une vie bien réglée. Mais les premiers mois de liberté furent un enfer. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Je ne pouvais pas rester à la maison en silence. C'était comme si je disparaissais. Ce n'est qu'après avoir accepté sa solitude qu'il commença à écrire. Il a sauvé la guitare. Il marcha de nouveau sur la plage au crépuscule. Et un jour, seul par un matin nuageux, il dit « Maintenant, j'ai l'impression d'être en vie, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. C'est la beauté cachée de la solitude. Elle rend la vie que la hâte a volée. Il restitue la profondeur que le bruit a étouffée. Il redonne contact avec l'essentiel. Mais pour y parvenir, vous devez changer de point de vue. Sortez de la logique du manque et entrez dans la logique de l'écoute. S'écouter. Et ici, je veux vous dire quelque chose qui peut vous aider à traverser ce voyage avec plus de clarté et de sens. Si tu ressens ça besoin d'un chemin pratique, journal intime, pour renouer avec ce que Jung appelle l'âme ou le soi, je recommande chaleureusement l'e-book Au Méthodo LUD de Jung. Cet e-book est disponible dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et si vous regardez sur la télévision, sur un ordinateur portable ou sur une tablette, vous pouvez également y accéder directement via QR code qui apparaît à l'écran. Si votre âme demande une reconnexion, c'est peut-être l'étape manquante. Car la solitude, lorsqu'elle est bien comprise, n'isole pas. Elle se prépare. Pour l'intimité la plus profonde et la plus durable que vous aurez jamais, celui avec toi-même. À suivre. Parlons de cette reconnexion sous sa forme la plus subtile et la plus puissante. Communion silencieuse avec le temps, avec des moments qui passent inaperçus, et ce qu'ils cachent en eux le vrai sens de la vie. Il y a un moment dans la vie où le temps change de couleur. L'horloge continue de tourner aux mêmes secondes, mais il passe de plus vite, et aussi plus lentement. Tout dépend de l'endroit où vous regardez. Avez-vous remarqué cela? Après 40 ans, on ne mesure plus ses journées au nombre de tâches accomplies, mais à la profondeur des silences.
La vie, qui semblait auparavant tourner à l'extérieur, commence à palpiter à l'intérieur. Et le temps, auparavant linéaire et prévisible, gagne en couche. Cela commence à s'accompagner d'une certaine urgence. Un appel silencieux. C'est maintenant, ou ce ne sera plus le cas. Ce réveil ne s'accompagne pas de feux d'artifice. Cela arrive comme un murmure au milieu d'un après-midi ordinaire. Vous faites la vaisselle, conduisez, faites le lit, et soudain, une question envahit. Est-ce que c'est ça? Est-ce la vie que je voulais pour moi? Cette question a le pouvoir de tout changer, mais nous n'avons pas toujours le courage d'y répondre honnêtement. Et toi, avez-vous déjà vécu ce moment? Si c'est le cas, partagez-le avec moi dans les commentaires. Mais pas comme un évent peu profond. Dis-moi comment c'était. Où étiez-vous? Ce que tu as ressenti. Parfois, un commentaire peut être le miroir qu'une personne avait besoin de lire aujourd'hui. Carl Jung disait qu'après 40 ans, la tâche principale de l'être humain n'est plus de conquérir le monde extérieur, mais réunifier l'âme du défunt. L'âme brisée, oui, départ entre ce que nous étions obligés d'être et ce qui a toujours existé silencieusement en nous. Vous connaissez ce sentiment de vivre sans enthousiasme. Vous faites tout correctement, mais vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel. Cela se produit parce que nous laissons des parties de nous-mêmes en cours de route. Des fragments enfouis dans des décisions que nous ne voulions pas prendre, dans des relations où l'on fait taire ce qui compte, dans des métiers qui nécessitaient trop de masques, dans les promesses faites aux autres, et jamais à nous. C'est pourquoi, malgré tant de réalisations, nous ressentons un type spécifique de solitude, la solitude de ceux qui ont perdu le contact avec eux-mêmes. Et ce type de vide ne peut être comblé par la présence des autres. Il est complété par la réintégration, avec le retour lent et courageux de tout ce qui nous a guéris. Mais comment pouvons-nous récupérer des parties de nous-mêmes que nous avons enterrées il y a si longtemps? Voici quelque chose que peu de gens ont le courage de faire. Revisiter les choix qui nous ont brisés. Vous souvenez-vous du moment exact où vous avez commencé à vous taire plus que de parler? Le jour où tu as abandonné un rêve parce qu'on disait que c'était trop tard? La première fois que vous avez accepté moins que ce que vous méritiez et fait comme si tout allait bien? Ce sont des repères invisibles, dates non notées sur le calendrier. Mais ils ont façonné qui nous sommes devenus. Et si vous reveniez sur ces points avec un nouveau look, il ne faut pas se blâmer. Mais pour récupérer la partie de toi qui était coincée là, Jung croyait que l'inconscient détenait tout, chaque douleur non digérée, chaque émotion ignorée, chaque cri étouffé. Et un jour, il ramène tout cela, parfois dans les rêves, d'autres fois dans des maladies, d'autres dans le silence brutal de la solitude. Et si ce retour n'était pas un effondrement, et si on avait une seconde chance, imaginez pouvoir sauver des versions de vous-même qui vous attendent encore. L'enfant que tu étais, l'adolescent sensible qui ne s'exprime plus, l'adulte qui en avait marre de lutter contre le courant. Tout le monde là-bas attend la reconnexion. Ce sauvetage est ce que Jung appelle le processus d'individuation. Un retour, non pas vers le passé, mais vers essence. Et vous savez ce qui est le plus curieux? Ce processus ne nécessite pas de grands gestes. Cela ne vous oblige pas à tout laisser tomber et à aller vivre au sommet de la montagne. Cela commence par quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile. Reste avec toi en silence. Essayez maintenant. Éteignez tout. Fermez les yeux. Et reste. Reste. Combien de secondes pouvez-vous tenir avant d'avoir envie de vous lever? Pour vérifier votre téléphone portable? Pour ouvrir un onglet dans le navigateur? Cet inconfort est le premier symptôme du détachement, mais c'est aussi le premier portail de retour. Car ce n'est que dans le silence qu'il est possible d'entendre ce que l'on ressent réellement. Et c'est seulement lorsque vous écoutez ce que vous ressentez que vous pourrez commencer à guérir ce qui est blessé. Maintenant, dis-moi, quelle partie de vous semble en sommeil? Quel aspect de votre être pensez-vous avoir abandonné? Écrivez dans les commentaires, avec courage et vérité. Peut-être que ce simple rendez-vous est la première étape de la reconnexion. Jung disait que l'âme parle par symboles. Et l'un des symboles les plus profonds qu'il a explorés était le ombre. L'ombre est tout ce que vous êtes, mais que vous ne voulez pas voir. Il contient vos traumatismes, mais aussi ses talents oubliés, ta douleur, mais aussi sa puissance. Et souvent, la solitude que l'on ressent n'est pas due à l'absence de l'autre. C'est le refus de regarder cette ombre. Nous faisons tout notre possible pour l'ignorer. Nous vivons occupés. Nous sommes toujours connectés. Nous ne nous arrêtons jamais.
Mais elle est là, en attendant. J'attends que tu la vois. Puissiez-vous l'accepter. Que tu dises « Je le suis aussi ». Et pourtant, je m'accueille. Ce moment d'acceptation est révolutionnaire. Parce que cela marque le début d'une nouvelle vie. Une vie où il ne faut plus faire semblant. Où il n'y a plus de culpabilité de trop se sentir. Où il n'y a plus de honte à vouloir ce que l'on veut. Où vous commencez à marcher pleinement. Et c'est rare, mais possible. Et savez-vous où tout commence? Dans la solitude. Cette nuit-là, tu as pleuré sans savoir pourquoi. Ce samedi, où personne n'a appelé. Dans cette pause au travail, où le silence criait plus fort que les pensées. C'est dans ces moments-là que l'âme essaie de parler. Mais, tu écoutes? Il est peut-être temps d'arrêter de fuir. Arrêter de remplir de voix et de bruit ce qui ne peut être compris que dans le silence. La question n'est plus « Comment échapper à la solitude ?» E.T. Qu'est-ce que ma solitude essaie de me montrer? Répondez à cela pour vous. Ou, si vous le souhaitez, partagez les commentaires. Je vous promets que cela trouvera un écho. De nombreuses personnes vivent ce voyage en silence. Et parfois, le simple fait de savoir que vous n'êtes pas seul dans ce processus, un nouveau type de force naît. Préparez-vous. Plongeons dans cette renaissance. Dans la beauté oubliée d'être seul et de ressentir la paix, pour retrouver le temps. Et faites-en un allié, parce que la vie ne vous punit pas, cela vous invite. Vivre différemment, ressentir à nouveau, se souvenir de qui tu as toujours été, au-delà de tout. Imaginez ce qui suit. Vous êtes chez vous, une nuit ordinaire. Tout est apparemment en ordre. Les factures payées, la routine accomplie, un simple dîner sur la table. Mais soudain, le silence dans la pièce semble trop pesant. Vous ressentez un vide si dense qu'on pourrait presque le toucher. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas la peur, c'est quelque chose de différent. Comme si la vie elle-même était en pause. Comme si le temps attendait votre réponse. Avez-vous déjà vécu cela? Ce type de silence apparaît généralement lorsque nous sommes émotionnellement prêts pour quelque chose de nouveau, mais que nous nous accrochons rationnellement à l'ancien. Et ce n'est pas aléatoire. Cela fait partie du processus de maturation le plus profond qui existe. La réunion avec sa propre essence. Mais pourquoi la plupart des gens s'en abstiennent-ils? Pourquoi préférons-nous rester occupés, distraits, superficiels? Même lorsque quelque chose en nous demande de la pause, de la vérité et de la profondeur. La réponse réside peut-être dans un fait alarmant. Selon une étude mondiale publiée en 2023 par Gallup, plus de 59% des personnes âgées de 40 à 65 ans déclarent avoir le sentiment qu'ils vivent en automatique. Ils ne sont pas mécontents, mais ils ne sont pas vraiment contents non plus. Ils sont juste en train de survivre. Et le plus choquant, parmi ceux qui ont admis ressentir cela, 83% ont déclaré qu'ils ne l'avaient jamais dit à personne. Pouvez-vous imaginer ce que c'est? Des millions de personnes prétendent que tout va bien, tout en portant la douleur silencieuse d'une vie sans vérité. C'est là que la solitude commence à prendre un sens différent. Cela cesse d'être un symptôme, et ça commence à ressembler à un antidote. Oui, un antidote au bruit du conformisme, un réveil de l'âme, une chance d'arrêter de vivre comme une statistique et de commencer à vivre comme un individu. Mais comment accepter cette solitude sans sombrer dans le désespoir? Revenons à une histoire. Au Japon, il existe un village appelé Nagoro. Elle a été habitée par des centaines de familles. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'environ 25 habitants en vie. Le reste sont des poupées. C'est exact, des poupées. Un artiste nommé Tsukimi Ayano a passé des années à créer des répliques grandeur nature d'anciens résidents partis ou décédés. Elle les a positionnés à des points précis, à l'arrêt de bus, à l'école, sur la place, dans l'église. Tout le monde vit, comme si le temps n'avait jamais passé. Nagoro est devenu un village de poupées, où le silence est si absolu qu'on entend le vent parler aux arbres. Mais que nous apprend ce village? Elle nous montre que le vide, lorsqu'il n'est pas rempli d'âme, devient une performance statique. Vous pouvez continuer à sourire, à travailler, à sortir. Mais à l'intérieur, c'est comme si vous étiez figé dans le temps. Comme s'il s'agissait d'une simple poupée parmi d'autres dans le village de la routine. Et ce n'est pas vivre. Carl Jung disait que lorsque nous ignorons les appels de l'inconscient, nous devenons les acteurs d'une pièce que nous n'avons pas écrite. On reste coincé dans des rôles, des répétitions, des phrases fixes. L'âme, oubliée, commence à nous rendre visite sous forme d'inconforts inexplicables.
insomnie, anxiété, sans cause apparente, perte de sens dans des activités auparavant agréables, envie de vous isoler, ou fuir vers un endroit dont nous ne savons même pas où il se trouve. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sont les premiers signes que la vie essaie de vous pousser hors de la bulle, loin du village de poupées. Rapprochez-vous de qui vous êtes vraiment. Mais pour ce faire, vous devez briser un schéma invisible, la croyance que la solitude est un échec. Ce n'est pas. La solitude, lorsqu'elle est bien comprise, est une révolution. C'est le moment où vous arrêtez d'écouter la voix du monde et commencez à écouter la vôtre. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de chercher l'approbation externe et commencez à rechercher une présence interne. C'est le silence où vit l'étincelle. Vous connaissez cette histoire du phénix? Elle ne renaît pas sous les applaudissements. Elle renaît de ses propres cendres, seul, en silence, dans le noir. Et pourtant, il renaît. Maintenant, respirez profondément et demandez-vous honnêtement, où dans ma vie vais-je me transformer en cendre? Si vous avez l'impression que vous ne vibrez plus comme avant, que les choses ne vous enthousiasment plus, que tout vous semble plus difficile et moins vrai, peut-être êtes-vous exactement à ce point. Et est-ce que c'est mauvais? Cela dépend de ce que vous allez faire de ce moment. Beaucoup tentent de raviver la flamme avec des distractions, d'autres en urgence. Ils changent de ville, changent de partenaire, ils changent de carrière. Mais le changement externe est-il suffisant? Ou est-ce que cette braise interne ne se rallume que lorsque nous arrêtons de courir et commençons tuant ce qui brûle à l'intérieur? Voici une autre information qui pourrait vous surprendre. Vers le magazine La Psychologie aujourd'hui a publié en 2024 une enquête auprès de plus de 20 000 adultes ayant vécu des crises existentielles après 40 ans. 85% ont déclaré que le tournant le plus puissant a été être seul par choix conscient, ne serait-ce que quelques heures par jour. Mais que signifie être consciemment seul? Cela éteint le monde. C'est être avec ses pensées sans les juger. C'est écouter de vieux souvenirs sans se presser. C'est laisser remonter à la surface ce que vous avez passé votre vie à essayer d'oublier. Et lorsque cela se produit, quelque chose de magique se révèle. Les pièces commencent à se mettre en place. Vous comprenez pourquoi certaines relations ont échoué. Parce que certains choix font tellement mal. Parce que certains chemins ne se sont jamais ouverts. Et bien plus encore. Vous commencez à remarquer un fil invisible reliant toutes ces expériences. Et cela mène à un seul endroit. Toi. C'est comme si vous étiez enfin présenté à la personne qui a toujours été là, mais qui n'a jamais eu l'espace pour exister pleinement. Et cette présentation, même si elle est solitaire, est l'une des expériences les plus intenses et les plus belles de la vie. Maintenant, je vous demande, qui as-tu réellement rencontré dans cette vie? Et qui attend encore d'être connu? En vous? Écrivez ceci dans les commentaires. Partager cette vision peut également permettre aux autres de reconnaître leur vérité latente. Beaucoup attendent un signe pour se permettre de vivre différemment. Peut-être que votre commentaire est ce signe. Parce que la solitude, vue de près, révèle quelque chose que personne ne vous a dit. Elle n'est pas venue pour te punir. Elle est venue te préparer. Pourquoi? Vers une vie où il ne faut plus faire semblant, où vous respirez à votre rythme, aimez avec plus de présence et marchez plus légèrement. Une vie dans laquelle chaque geste a une intention, chaque silence a un sens, chaque pas vous emmène plus profondément à l'intérieur et, paradoxalement, plus profondément dans le monde. Mais que faire quand tout autour de vous essaie encore de vous entraîner dans l'ancien cycle? Maintenant, explorons juste cela. Comment transformer cette solitude en force pratique, en sagesse, en route? Parce que l'isolement ne doit pas nécessairement être une fin. Cela peut être le sol fertile où naît votre nouvelle histoire. Et peut-être, ça va commencer maintenant. Vous avez peut-être déjà réalisé que la solitude que vous redoutiez tant n'était pas votre ennemi. Elle était sa messagère. Peut-être le plus fidèle, le plus persistant, celui qui ne t'a pas abandonné même quand tu as abandonné toi-même. Elle est venue quand personne d'autre n'est venu. Il s'asseyait à ses côtés les nuits où tout semblait avoir perdu son sens. Il est resté quand les autres sont partis. Et même sans mots, il murmura « Tu dois revenir à toi-même ». Mais comment revenir à soi après des années de vie à l'étranger? Comment reconstruire un pont vers l'intérieur alors que l'on ne connaît que des raccourcis pour plaire, s'évader ou se taire? C'est la question que beaucoup de gens évitent de poser. Car, si elle est prise au sérieux, elle nécessite une transformation qui ne peut plus être reportée. Vous en rendez-vous compte?
Il arrive un moment dans la vie, et cela arrive généralement après 40 ans, où l'âme cesse d'accepter les demi-vérités. Elle commence à tomber malade de ce qui la dérangeait auparavant. Et elle le fait par amour. Parce que vous savez que vous êtes né pour bien plus que simplement survivre. Carl Jung a déclaré que l'homme moderne a spirituellement faim, même au milieu de l'abondance d'informations, de technologies et de progrès. Et peut-être que cette faim explique tant d'apathie, tant d'anxiété, tant de dépression déguisée en sourires sociaux et en routines bien remplies. Avez-vous déjà essayé de faire taire votre âme avec des distractions? Avez-vous essayé d'étouffer la douleur grâce à la productivité? Vous êtes-vous déjà caché dans les engagements, les séries, les réseaux sociaux pour éviter de rencontrer le vide? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent le même dilemme silencieux, mais rares sont ceux qui ont le courage de s'arrêter, se regarder honnêtement et demander « Qu'est-ce que je fais encore ?» comme si je ne savais pas sur moi-même. Cette question est dangereuse, mais c'est aussi libérateur, parce que quand tu réponds, vous commencez à briser le cycle de la répétition, de l'insatisfaction, de la peur de ressentir. Vous commencez à comprendre que la solitude n'était pas le problème. Elle était la pause dont son âme avait besoin pour se faire entendre. Vous vous souvenez du village de poupées de Nagoro, cette métaphore que nous avons utilisée dans la partie 4? Eh bien alors, beaucoup de gens vivent aujourd'hui comme ceci, comme si elle avait été embaumée émotionnellement. Reproduire des gestes, des phrases, des routines, sans présence. Pas de vraie vie. Mais il existe une autre façon. Un chemin qui vous mène hors du village. Et il commence à marcher seul. Effrayé peut-être, mais gratuit. Et petit à petit, quelque chose commence à changer. Vous recommencez à ressentir la vie. Les détails comptent à nouveau. Les conversations gagnent en texture. Le temps ralentit. La respiration devient plus profonde. Vous rêvez encore. Pas nécessairement avec de grandes réalisations, mais avec de petites vérités. Rêvez de jours où vous vous sentez entier. Avec des liens qui ne nécessitent pas de masque. Avec des matins où sortir du lit ne ressemble pas à une bataille. Avec des moments de silence qui réconfortent et non qui torturent. Et puis, tu réalises. La solitude qui t'a tant fait peur, c'était juste l'absence de lui-même. Et maintenant que tu es de retour, ça ne fait plus mal. Elle accueille, elle enseigne. Cela devient la solitude. Et la solitude, oui, est sacrée. C'est l'espace où l'âme respire. Où arrêtez de mendier l'amour et commencez, émane-le. Où vous arrêtez de chercher des réponses toutes faites et commencez à cultiver la sagesse silencieuse. Mais comment faire cela en pratique? Avant d'aborder le processus étape par étape, qui fera l'objet de la prochaine partie, il est important de résoudre un point central. Est-ce trop tard maintenant? C'est le doute qui hante de nombreux cœurs après 40 ans, comme si le temps perdu était un verdict. Comme si ce qui n'a pas été vécu annulait ce qui peut encore l'être. Mais laissez-moi vous dire, avec la conviction la plus profonde que je puisse offrir, il n'est jamais trop tard pour reprendre ses esprits. Il n'est jamais trop tard pour refleurir. Peu importe ce qu'ils vous ont laissé convaincre. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises. Peu importe le temps que vous avez passé à vous éloigner de votre essence. Elle n'est jamais partie. Elle a juste attendu, avec patience, avec amour. Et maintenant, elle vous invite, faire la paix. J'écoute à nouveau, vivre comme quelqu'un qui s'est réveillé. Voici la conclusion que vous pourriez avoir besoin d'entendre. La solitude n'était pas un défaut, c'était une vocation. Et quand vous avez écouté, vous avez déjà commencé à changer. Et même si rien en dehors de toi n'a encore changé, quelque chose à l'intérieur a déjà bougé. Il n'est plus possible de faire semblant. Il n'est plus possible de vivre en mode automatique. Parce que maintenant tu le sais. Maintenant vous l'avez vu. Et qu'est-ce qu'on voit ne peut plus être invisible. Alors que faire de tout ça? Vous recevrez un pratique étape par étape. Un vrai guide direct et humain. Quelque chose qui peut s'appliquer à votre routine, votre silence, votre voyage. Transformons toute cette compréhension en action. Sortons du concept et entrons dans le concret. Parce que savoir ne suffit pas. Le ressenti ne suffit pas. Il est temps de vivre différemment. Vous êtes donc arrivé jusqu'ici. Pas par hasard, pas par curiosité passagère, mais parce que quelque chose en vous a reconnu ce chemin. Et même s'il y a encore des doutes, quelque chose en vous le sait déjà. Il est temps de changer. Mais changer comment? Comment transformer des réflexions aussi profondes en pratiques réelles?
Comment faire en sorte que tout cela ne soit pas seulement de beaux mots et des idées touchantes, mais devienne une action vivante, concrète, présente? La vérité, c'est que la plupart des gens abandonnent ici, au moment précis où la connaissance doit devenir expérience, où la perspicacité doit devenir une habitude, où l'âme demande du mouvement. Mais vous n'êtes pas là pour une autre théorie. Vous êtes ici parce que vous voulez reconstruire le pont en vous. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, ensemble. C'est là que commence un plan stratégique. Pas la productivité, pas des objectifs externes, mais de reconnexion avec ce qui est essentiel en vous. Appelons ceci les 5 étapes du retour à l'essence. 1. Le silence comme rituel. Réservez 5 minutes de votre journée, tous les jours, aucune exception. Il n'est pas nécessaire que ce soit le matin ou avant de se coucher. Cela doit être au moment le plus honnête de votre journée, celui où vous pouvez être avec vous-même, sans distraction. Éteignez votre téléphone portable. Fermez les yeux. Asseyez-vous dans un coin de la maison où vous pourrez être en paix. Et reste. Ne méditez pas. Ne réfléchissez pas. N'analysez pas. Juste écoutez. Écoutez tout ce qui vient. Les souvenirs, l'inconfort, les idées, la tristesse, la colère, rien. Ce rien est précieux. C'est de lui que viendra la vérité ensevelie par la hâte. Faites-en un rituel silencieux, sacré. Ton. 2. Le journal de l'ombre. Achetez un simple cahier. C'est peut-être le moins cher de la papeterie. Ce sera votre journal fantôme. Là, vous écrirez chaque jour, pendant au moins 21 jours, une réponse sincère à la question. Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas ressentir? N'ayez pas peur d'écrire ce que vous pensez vraiment. Personne ne le lira. Pas même toi si tu ne le veux pas. Mais écrivez honnêtement, avec colère, douleur, honte, si nécessaire. L'ombre ne se révèle qu'à ceux qui ont le courage de l'affronter sans filtre. À la fin de chaque page, écrivez une phrase pour vous souhaiter la bienvenue. Comme si tu étais ton propre ami, votre propre abri. Cet exercice à lui seul peut changer votre vie. 3. La redécouverte du temps. Choisissez un moment de votre journée, n'importe quel moment, et décidez de le vivre avec toute votre attention. Un café, un bain, une courte promenade. La lumière du soleil passe par la fenêtre. À ce stade, votre seule tâche sera être là, dans son intégralité. Pas de téléphone portable. Aucune réflexion sur la suite. Regardez le monde comme si c'était la première fois. Respirez profondément. Sentir. Une âme vit non présente. Et vous avez passé trop de temps dans le passé, ou dans ce qui ne s'est pas encore produit. 4. Le geste du courage. Chaque jour, faites un réel geste de reconnexion avec qui vous étiez. Il peut s'agir d'écrire un poème, de jouer d'un instrument oublié, d'appeler quelqu'un avec qui vous avez perdu contact, de danser à la maison sans musique, de prier comme vous le faisiez quand vous étiez enfant, de porter une tenue que vous aimiez et que vous gardiez sans raison. Ce geste est un symbole, et les symboles sont le langage de l'inconscient. Au fil du temps, ce simple acte sera un rappel physique que vous revenez à vous-même. 5. L'espace pour le nouveau. Tous les 7 jours, éliminez de votre vie quelque chose qui ne représente plus qui vous êtes. Cela pourrait être un objet, une obligation inutile, une croyance, une phrase que vous répétez mais que vous n'y croyez plus. Plantez plutôt quelque chose de nouveau, une habitude, une fleur, une chanson, une de vos vérités. Ce cycle de mort et de renaissance fait partie de votre guérison. Jung a dit qu'il n'y a pas de transformation sans destruction. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin d'arrêter d'être celui que vous n'êtes pas. Et maintenant que vous connaissez le plan, maintenant que vous avez un chemin à parcourir entre vos mains, je vous demande sincèrement, allez-vous vous abandonner à nouveau, ou allez-vous vous donner ce que personne d'autre ne peut faire? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt pour quelque chose de plus profond. Et si vous souhaitez un guide étape par étape encore plus guidé, sensible, court et pratique, pour continuer ce voyage, je vous recommande chaleureusement l'e-book Méthode LUD de Jung. 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Ce n'est plus une théorie, c'est une pratique quotidienne. C'est un outil, c'est de la compagnie. Une manière légère et transformatrice de garder votre âme éveillée, tous les jours, même les plus difficiles. Vous pouvez y accéder dès maintenant sur commentaires épinglés sur cette vidéo. Et si vous regardez TV, notebook ou tablette, il y a aussi un QR code sur le corps pour faciliter l'accès avec votre téléphone portable. C'est votre prochaine étape. Simple, silencieuse et profonde,
vers une vie plus vraie. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, si ce voyage a résonné avec des parties de vous qui étaient en sommeil, laissez votre commentaire. Cela peut être anonyme. Cela pourrait être juste une phrase. Mais dis quelque chose. Votre voix pourrait être le miroir que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui. Et vous méritez d'être entendu. Profitez de j'aime la vidéo. Cela aide davantage de personnes à trouver ce contenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné ici à la chaîne Plénitude en réflexion, cliquez maintenant. Ici, chaque vidéo est un appel à la vérité, en profondeur. Ce qui compte vraiment. L'âme vous a appelé ici. Maintenant, c'est à vous de décider. Jusqu'au prochain voyage, nous nous rencontrons en silence. Vous êtes une bonne personne. Ça l'a toujours été. Et c'est précisément pourquoi cette vidéo est faite pour vous. Non pas parce que vous avez tort d'être gentil, généreux ou sensible, mais parce qu'il y a une blessure cachée derrière cette gentillesse que vous n'avez peut-être jamais eu le courage de regarder. Et aujourd'hui, regardons, ensemble. La promesse que je vous fais n'est pas légère, mais elle est vraie. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce voyage, vous verrez pourquoi les bonnes personnes souffrent tant, et pourquoi Carl Jung croyait que plus quelqu'un s'efforce d'être seulement lumière, plus l'obscurité grandit en lui. Oui, vous avez bien compris. Il se passe quelque chose de sombre chez les bonnes personnes, mais pas dans le sens où le monde le pense. Cette obscurité n'est pas mauvaise. Elle est le prix silencieux que vous payez pour essayer d'être tout pour tout le monde, tout le temps. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psyché humaine, a remarqué un schéma que peu de gens ont osé nommer. Les gens qui souffrent le plus ne sont pas les méchants. Ce sont les bons. Ceux qui disent oui, même si leur cœur crie non. Ceux qui aiment tellement qu'ils s'oublient. Ceux qui sont toujours disponibles, toujours souriants, qui évitent toujours les conflits, même si cela les déchire intérieurement. À l'extérieur, ce sont des fleurs. À l'intérieur, un jardin dévasté que personne ne voit. Jung a appelé ça la trahison du vrai moi. Nous vivons dans une société qui prône la bienveillance, la générosité. Mais qu'attend-elle vraiment d'une bonne personne? Qu'elle soit toujours disponible, qu'il n'explose jamais, qu'elle pardonne tout. N'imposez jamais de limites. Avez-vous remarqué cela? Vous êtes la personne vers laquelle tout le monde se tourne lorsqu'il est triste. Mais qui vous cherche quand c'est vous qui êtes dans le besoin? Vous êtes fier d'aider tout le monde. Mais qui, exactement, vous aide à porter ce poids lorsque votre cœur se serre? Le monde enseigne qu'être bon, c'est disparaître. Disparaître pour plaire. Disparaître pour éviter les combats. Disparaître pour être accepté. Mais Jung n'acceptait pas cette idée. Il voyait chez ses patients la souffrance derrière un comportement exemplaire. Et il commença à demander, est-ce que toute cette bonté vient vraiment de l'amour? Ou est-ce que cela vient de la peur? Peur d'être rejeté, peur d'être égoïste, peur de ne pas suffire, peur qu'en fixant des limites, vous ne cessiez d'être aimé. Combien de fois avez-vous dit oui aux autres et non à vous-même? Combien de fois avez-vous étouffé votre colère, ravalé votre douleur, réprimé votre volonté, juste pour maintenir la paix avec les autres, bien sûr. Mais qu'en est-il de la paix avec toi? Jung a dit que personne ne s'éclaire en imaginant des figures de lumière, mais plutôt en se confrontant aux ombres. Et si votre ombre n'était pas la colère, l'envie ou l'orgueil? Et si votre ombre est exactement celle-ci, la tentative désespérée de toujours être bon? Cette partie de vous qui ne sait pas dire « ça suffit », qui se sent coupable rien que de vouloir garder le silence, qui se sent égoïste de donner la priorité à son propre repos. C'est votre ombre déguisée en vertu. Avez-vous déjà ressenti un épuisement émotionnel après avoir aidé tout le monde? Avez-vous déjà pleuré seul parce que vous vous sentiez invisible, même si vous étiez la personne la plus présente dans la vie des autres? Avez-vous déjà ressenti un vide étrange, comme si personne ne vous voyait vraiment? Peut-être que tu n'es pas gentil, peut-être que vous disparaissez. Et Carl Jung le savait. Il a dit, « Tant que vous ne rendrez pas conscient ce qui vit dans l'inconscient, cela dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Vous appelez cela le destin lorsque vous attirez des gens qui veulent juste drainer votre énergie. Vous appelez le destin le fait que vous êtes toujours fatigué, même lorsque vous faites la bonne chose. Vous appelez cela le destin. Vous n'avez jamais l'impression d'obtenir ce que vous donnez. Mais, et si ce n'était pas le destin?
Et si c'était un schéma inconscient que vous répétiez, en pensant que c'était de la gentillesse, mais en réalité, il s'agissait d'une fuite, évadez-vous de vous-même. Échappez à la colère. Échappez à la peur d'être rejeté si vous arrêtez de plaire. Jung a observé que plus quelqu'un essaie de supprimer son ombre, plus elle devient forte. Et un jour, cela fait des ravages. Cela se transforme en crise d'angoisse, en épuisement émotionnel et en tristesse sans nom. Elle se manifeste sous la forme de ressentiments silencieux, de relations déséquilibrées, de fatigue chronique. C'est comme essayer de garder une balle immergée dans l'eau. Vous pouvez même le faire pendant un certain temps. Mais il arrive un moment où la pression explose et le ballon sort avec fracas. C'est comme ça avec les bonnes personnes. Ils peuvent le gérer, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et puis vient l'effondrement émotionnel, l'effondrement du corps, l'effondrement de la foi dans les autres et en eux-mêmes. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez que tout le monde vous considère comme fort, mais que personne ne se rend compte à quel point vous êtes brisé? Avez-vous déjà secrètement souhaité que quelqu'un vous offre ce que vous offrez à tout le monde, de l'attention, de l'écoute, des soins? Mais cela n'est jamais venu. Alors Jung dirait qu'il est temps d'arrêter de combattre son ombre. Il est temps de s'asseoir avec elle et de lui demander « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Parce que l'ombre n'est pas un monstre. Elle fait partie de vous qui a été exilé. Elle est la colère qui voulait te protéger. Elle est le non qui vous aurait épargné. Elle est la fatigue qui vous implore une pause. Elle est le cœur qui voulait juste être vu par vous. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'être bon. Tu dois arrêter d'être bon par obligation. La vraie gentillesse vient de l'abondance et non de la culpabilité. Cela naît du respect de soi et non de l'effacement de soi. Et Jung nous enseigne que nous ne pouvons offrir le véritable amour aux autres que lorsque nous apprenons d'abord à aimer nos parties rejetées, y compris ceux qui disent « ça suffit », y compris ceux qui demandent de l'espace, y compris ceux qui exigent le respect. Le monde n'a pas besoin de martyrs plus silencieux. Le monde a besoin de bonnes personnes qui savent aussi se protéger, qui savent aussi s'imposer, qui savent aussi prendre soin d'eux-mêmes, avec la même délicatesse avec laquelle ils prennent soin des autres. C'est la première étape de ce que Jung appelle intégration fantôme. Et si cette première étape est douloureuse, c'est parce qu'elle nécessite quelque chose de radical. Déconstruisez l'image idéalisée de vous-même, l'image du fils parfait, de la femme infatigable, de l'ami sauveur, de l'employé impeccable, de l'âme illuminée qui ne se sent jamais en colère, jamais frustrée, qui n'exige jamais rien. Cette image est une prison dorée. Et aujourd'hui, ici, maintenant, vous pouvez commencer à en sortir. Après tout, ce n'est pas juste que votre âme meure un peu à chaque fois que vous faites taire votre douleur pour continuer à être le gentil de l'histoire. Vous êtes né pour être entier. Et entier, parfois, ils saignent aussi. Ils sont aussi fatigués. Ils s'imposent aussi. Êtes-vous prêt pour cela? Êtes-vous prêt à écouter les conseils sombres mais profondément libérateurs que Carl Jung a laissés à des gens comme vous? Alors viens avec moi. Maintenant, approfondissons cette nuance. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, presque silencieuse, de trop donner de vous-même? Et pourtant, vous semblez invisible? Peut-être que vous êtes en couple depuis des années. Donnez tout. Écoutez, acceptez, faites des concessions, faites taire ce qui vous dérange. Vous évitez les conflits, avalez votre vérité, évitez les combats parce que vous croyez que l'amour cède. Mais au fond, une voix murmure, est-ce que quelqu'un ferait la même chose pour moi? Ou peut-être que c'est au travail. Vous arrivez tôt, partez tard. Accepte les demandes au-delà de toute mesure, ne se plaint jamais. Il est toujours souriant, toujours bien. Mais lorsqu'il a besoin d'aide, l'environnement devient froid. On a l'impression que s'il disparaissait demain, le système continuerait de tourner, indifféremment. Ce sentiment d'absence tout en étant présent. Cette présence qui crie, mais personne n'entend. Carl Jung a appelé cela dissonance entre le moi réel et le moi idéalisé. Et voici une vérité inconfortable. Beaucoup de bonnes personnes confondent l'amour avec l'effacement de soi. Nous vivons dans une culture qui récompense encore les sacrifices silencieux. Surtout quand il s'agit de femmes, de mères qui portent la maison et les enfants et qui se sentent toujours coupables de vouloir se reposer, ou des hommes sensibles, à qui on a appris à faire taire leurs émotions pour être forts.
Vous connaissez probablement quelqu'un comme ça, ou peut-être que c'est toi. Une femme d'une 50aine d'années qui a passé sa vie à donner la priorité aux autres. Elle a élevé des enfants, soutenu une maison seule émotionnellement, abandonné ses vieux rêves. Et maintenant, le nid vide, il se demande en silence. Et moi, où en étais-je dans toute cette histoire? Ou un homme d'une 60aine d'années qui a passé des années à être le pilier d'une famille. Ce qui a fourni, résolu, soutenu. Mais il n'a jamais eu l'espace pour dire « Aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, je voulais aussi être retenu. » La vérité que Jung voyait dans les cabinets de consultation, chez les âmes silencieuses qui le cherchaient, était claire. La gentillesse compulsive n'est pas une vertu. C'est la défense. Défense contre la peur de ne pas être aimé pour ce que l'on est. Défense contre la culpabilité d'exister avec ses propres désirs. Défense contre le traumatisme de l'enfance qui nous faisait croire que nous n'avions de valeur que si nous ne dérangions personne. Vous souvenez-vous de votre enfance? Peut-être avez-vous appris très tôt que pour mériter l'amour, il fallait être bon. Très bien. Prenez soin de vos frères et sœurs. Gardez la paix. Ne faites pas de bruit. Soyez la fierté de la famille. Peut-être que sa gentillesse est née là-bas, non pas comme expression d'amour, mais comme survie émotionnelle. Et maintenant, même en tant qu'adulte, tu le répètes. Avec des collègues, des partenaires, des amis. Tu te mets en dernier comme pour dire « si je suis utile, peut-être qu'ils resteront. Si je suis parfait, peut-être qu'ils m'aimeront. » Mais petit à petit, ça tue intérieurement. Parce qu'il y a une partie de vous, vivante, palpitante, vibrante, qui est ignorée. Et elle se met à crier, dans la fatigue qui ne part pas, dans la tristesse qui n'a pas de nom, dans la colère qui apparaît dans de petites explosions, dans les moments les plus inappropriés, frustré de ne jamais vraiment être vu. Avez-vous déjà explosé à cause de quelque chose de petit? Mais, à l'intérieur, saviez-vous qu'il ne s'agissait pas de ça? Il s'agissait de tout. Environ des années à avaler des mots. À propos des anniversaires oubliés. À propos de l'aide non réciproque. De la solitude parmi trop de gens. Jung a dit que tout ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. Et vous continuez à penser que ce modèle n'est que votre croix. Que cet épuisement fait partie du fait d'être une bonne personne. Mais ce n'est pas le cas. C'est un déséquilibre. C'est l'effet d'une gentillesse, devenue contrainte. C'est l'ombre qui prend forme, non pas comme un monstre, mais comme un enfant blessé, demandant de l'attention. Cet enfant, c'est toi. La partie de vous qui a été ignorée pendant si longtemps que vous avez oublié ce que c'est que d'être accueilli. Mais il est encore temps. Il est temps de se souvenir. Il est temps de choisir une nouvelle voie. Carl Jung nous a appris que le chemin de la guérison n'implique pas de nier la gentillesse, mais pour intégrer le à la vérité, avec les limites, avec le courage de dire non quand c'est nécessaire, avec la capacité d'être gentil sans vous abandonner. C'est la vraie maturité émotionnelle. Et cela commence par une étape petite, mais puissante. Écoutez-vous avec la même empathie avec laquelle vous écoutez le monde. Alors maintenant, je veux vous offrir une pause, un moment à vous, pour que vous puissiez vous regarder avec plus de clarté, plus de profondeur, plus de compassion. Et si à ce moment-là vous sentez que vous avez besoin d'une aide pratique pour entamer ce processus de reconnexion, il existe une voie possible. Je veux vous présenter, avec affection, le e-book Au Méthodo LUD de Jung. Il propose un parcours simple, quotidien et intimiste pour apprendre à écouter son ombre, respecter ses limites et renforcer sa présence au monde, sans avoir à annuler. Vous pouvez trouver le lien vers cet e-book sur commentaire épinglé sur cette vidéo. Et si vous regardez à la télévision, sur un ordinateur portable ou sur une tablette, pointez simplement l'appareil photo de votre téléphone portable vers le code QR qui apparaît à l'écran. Tout a été pensé pour faciliter votre accès et pour que la première étape de votre transformation démarre en toute légèreté, à votre rythme, à votre rythme. Parce qu'au fond, vous le savez déjà, vous n'êtes pas là pour plaire au monde. Vous êtes ici pour vous retrouver. Et quand cela arrive, la gentillesse cesse d'être un fardeau, et cela se transforme en force. Nous explorerons ensuite plus en profondeur l'origine de ces blessures, et pourquoi tant de bonnes personnes vivent dans des relations où la réciprocité est devenue un mythe. Préparez-vous à reconnaître des schémas cachés, des souvenirs oubliés, et enfin à comprendre pourquoi tant de gentillesse peut se transformer en solitude. Avez-vous déjà été dans une pièce pleine de monde? Mais quand même, vous sentiez-vous seul? Vous écoutez, conseillez, tenez le cap,
Il donne tout ce qu'il a, et un peu plus. Mais quand tu as besoin de quelqu'un, le téléphone ne sonne pas. Le silence répond à tout le monde. La vérité que presque personne n'admet est que la solitude la plus profonde ne se produit pas en l'absence de personne. Ça arrive en l'absence de réciprocité. Carl Jung l'a clairement vu chez ses patients les plus doux. C'étaient des gens qui se targuaient d'être toujours disponibles. Mais ils portaient un vide sec dans leurs yeux. Une vieille fatigue qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Et puis je vous demande sincèrement, vous sentez-vous vu? Ou juste utile? Cela peut sembler une différence subtile, mais cela change tout. Parce que celui qui est vu reste dans les mémoires. Celui qui est utile est simplement utilisé. Le schéma est toujours le même. Vous vous donnez à cœur ouvert. Cela crée un espace sûr où les autres peuvent s'effondrer. Ils pardonnent vite, pardonnent facilement, aident sans être sollicités. Mais avec le temps, ils remarquent quelque chose d'inconfortable. Les gens s'y habituent. Ils trouvent naturel que vous soyez toujours là. Et le pire, ils ne demandent même pas si vous voulez être là. Tu deviens ce que Jung appellerait encre invisible, indispensable pour maintenir les autres à flot, mais couler seul au fond. Cela vous est-il déjà arrivé? Si oui, je vous invite à écrire ici dans les commentaires. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu l'impression de tout donner et que personne ne l'a remarqué? Votre histoire peut toucher d'autres personnes qui se sentent également seules. Et plus encore, cela pourrait être le début d'une nouvelle prise de conscience collective de ce modèle silencieux que tant de personnes vivent, mais que peu de gens nomment. Jung pensait que lorsque quelqu'un ne vit que pour les autres, il nie un principe fondamental de la psyché, le droit d'exister pour soi. Et c'est le problème central de nombreuses bonnes personnes. On leur a appris à mesurer leur propre valeur pour combien ils peuvent donner. Ni par présence, ni par vérité, ni par essence. Mais pour son utilité. Avez-vous déjà remarqué que certaines relations que vous entretenez n'existent que parce que vous tirez toujours? Je me souviens toujours. Toujours faire des efforts. Céder toujours. Que se passerait-il si pendant un mois vous cessiez d'être celui qui résout toujours tout? Qui t'appellerait? Qui remarquerait votre absence? Qui viendrait te chercher? Cette question n'est pas cruelle. Elle est nécessaire. Parce que la vérité est que la vie nous met, de temps en temps, devant un miroir plus dur que celui auquel nous aimerions faire face. Et là-dedans, nous voyons la réalité. Beaucoup de gens ne s'identifient pas à vous. Cela concerne ce que vous proposez, et c'est là que réside le déséquilibre. Vous devenez une ressource, un refuge sûr, une épaule prête, mais pas une personne à part entière, avec des limites, avec des envies, avec de mauvais jours. Carl Jung disait que ce que nous nions en nous-mêmes nous rend prisonniers de nos relations. Et si ce que vous refusez depuis des années, c'était aussi le droit d'être pris en charge, il y a quelque chose de profondément injuste là-dedans. Mais je ne parle pas de l'injustice des autres. Je parle de celui que nous pratiquons nous-mêmes, quand il est silencieux, quand tu te forces à aller bien, quand on se tait pour ne pas paraître faible. Les bonnes personnes ont du mal à être vulnérables, parce qu'ils ont appris que montrer de la douleur peut repousser les gens. Alors que font-ils? Cachés. Ils transforment la douleur en conseil pour les autres. Ils transforment le vide en écoute. Ils transforment les pleurs en un sourire retenu. Mais cela a un prix. Jung voyait ce prix sous la forme de légère dépression, de fatigue constante et de maladies psychosomatiques. Le corps se mit à crier tout ce que l'âme refusait d'exprimer. Et que s'est-il passé? Ces gens n'ont pas demandé d'aide. Ils pensaient que le problème était qu'ils étaient faibles, alors qu'en réalité le problème était qu'ils étaient humains, en silence. Vous êtes-vous déjà surpris à penser « Si je cesse d'être celui qui aide, qui suis-je » C'est courant. Car lorsque votre identité se construit sur le servir, vous commencez à disparaître derrière les rôles que vous remplissez. Vous n'êtes plus vous. C'est le soutien de votre famille. Il est le conseiller du groupe. C'est l'employé qui n'échoue jamais. Mais où est ton nom là? Vous vous reconnaissez lorsque vous ne vous occupez de personne? Savez-vous ce que vous aimez? Ou savez-vous simplement ce dont les autres ont besoin? Connaissez-vous vos désirs? Ou savez-vous seulement comment réaliser ceux des autres? Jung croyait que l'ombre se manifeste lorsque le soi est forcé de vivre à l'extérieur, ignorant ce qui palpite à l'intérieur. C'est à ce moment-là que vous commencez à fonctionner en tant que personne, mais arrêtez ressentir comme un être humain. Et le plus choquant, c'est que cette opération soit applaudie.
Vous obtenez des étiquettes comme fort, mature, éclairé, inébranlable. Mais personne ne voit que tu en as marre d'être fort, fatigué de retenir le monde, fatigué de porter le silence des autres alors que personne ne porte le vôtre. Parfois, ceux qui ont le plus besoin de soutien sont ceux qui offrent le plus de réconfort. Ceux qui ont le plus besoin d'une pause sont ceux qui ne s'arrêtent jamais. Ceux qui veulent le plus être vus sont ceux qui sourient le plus pour le cacher. Je souhaite vous proposer un exercice maintenant. Si vous m'écoutez à cœur ouvert, fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous, si je disparaissais aujourd'hui, qui me chercherait à cause de qui je suis et non de ce que je fais? Si la réponse vous fait mal, écrivez. Écrivez ici dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Et peut-être qu'en partageant votre vérité, vous découvrirez pour la première fois une véritable écoute, parmi des inconnus qui saignent également en silence. Parce que c'est ce que Jung a enseigné. Cette guérison commence par l'acceptation de l'ombre. Et l'ombre des bonnes gens, c'est justement ce sentiment d'invisibilité qu'ils portent en silence depuis des années. Mais cette ombre n'est pas quelque chose à nier. Elle est un avertissement, une demande, un cri. Adage. Moi aussi j'ai besoin d'amour. Je veux aussi qu'on prenne soin de moi. J'existe aussi au-delà de ce que j'offre. Et c'est peut-être le moment pour vous d'y réfléchir. Aucune culpabilité, aucune crainte, pas de précipitation, mais avec le courage de quelqu'un qui veut enfin être entier. Préparez-vous. Explorons pourquoi nous sommes si nombreux à répéter les mêmes schémas émotionnels, même si nous sommes conscients de combien ils nous nuisent. Vous comprendrez pourquoi rompre avec cette version idéalisée de vous-même peut être la seule issue vers une vie plus vraie. Imaginez une femme de 61 ans nommée Clara, mère de 3 enfants, grand-mère de 2 petits-enfants. Il prenait soin de tout le monde, traversait des séparations, enterrait ses propres parents, sacrifiait les vacances, les rêves, les désirs, tout au nom de sa famille. Clara est le genre de personne à qui personne ne se souvient de lui demander comment elle va, parce qu'elle semble toujours aller bien. Mais ce que personne ne voit, c'est que, petit à petit, Clara disparaissait d'elle-même. Aujourd'hui, elle se réveille et sent un vide dans sa poitrine. Un type de tristesse qui n'a ni nom ni raison. Elle se demande si c'est de l'ingratitude. Après tout, vos enfants sont en vie, vos petits-enfants sont en bonne santé, la maison est en ordre. Mais quelque chose en elle insiste pour crier. Et moi? Elle ne sait plus ce qu'elle aime. Il n'a plus l'énergie de prendre soin de lui. Et le pire, il a honte de l'admettre. Parce que les bonnes personnes, comme elle, ne se plaignent pas. Ils avancent. Connaissez-vous quelqu'un comme Clara? Ou peut-être êtes-vous Clara? Carl Jung a dit que le plus grand fardeau pour l'enfant est la vie non vécue des parents. Mais il y a aussi un autre aspect. Le plus grand regret de nombreux pères et mères est vie qu'ils ont arrêté de vivre de peur de paraître égoïstes. C'est un cycle silencieux. La bonne personne fait de son mieux pour garder tout le monde debout. Et puis, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez épuisé émotionnellement. Ou pourquoi personne ne vous écoute lorsque, pour la première fois, vous décidez de demander quelque chose en retour. Tu sais ce qui est le plus effrayant? Une étude publiée par l'American Psychological Association a révélé que les personnes ayant un comportement altruiste élevé, lorsqu'elles ne sont pas équilibrées par des soins personnels, sont 3 fois plus susceptibles de développer des épisodes dépressifs tout au long de leur vie. 3 fois plus. Ce n'est pas à cause de la gentillesse en soi, mais à cause du déséquilibre, en raison du manque de réciprocité, pour l'addiction invisible de savoir seulement donner, sans jamais apprendre à recevoir. Et cela n'arrive pas qu'aux mères comme Clara. Cela arrive aux hommes silencieux, aux enfants plus âgés, aux enseignants dévoués, aux soignants auprès des personnes âgées, aux chefs spirituels. Cela arrive à des gens comme vous. Oui, toi qui écoutes tout le monde, mais qui a l'impression que personne ne t'écoute. Vous êtes-vous déjà arrêté quelques secondes, regardé dans le miroir et pensé « Est-ce que quelqu'un me verra un jour, au-delà de mon utilité ?» Ces personnes développent ce que Jung appelle une personnalité gonflée, un masque de vertu, si bien collé à leur visage, que même eux en oublient qui ils sont dessous. Et c'est alors que la souffrance devient chronique, parce que toute tentative d'être plus honnête, plus véridique, plus humain, cela est perçu par les autres comme un changement, et par les bonnes personnes elles-mêmes, comme la culpabilité. Culpabilité d'avoir dit non, culpabilité d'avoir décoché quelque chose.
culpabilité de se sentir en colère, culpabilité de vouloir de la distance. Et cette culpabilité est comme des sables mouvants. Plus vous essayez de plaire pour compenser, plus vous vous enfoncez profondément. En 2023, une enquête réalisée par l'Université de Toronto révélait que les personnes qui ont de la difficulté à imposer des limites, même les plus gentilles, ont tendance à développer de graves troubles de l'estime de soi entre 45 et 70 ans. Avez-vous remarqué le motif? Clara ne fait pas exception. C'est le reflet d'un modèle émotionnel qui échoue. Jung a compris cela comme l'effondrement du bon archétype, lorsqu'elle est vécue comme un déni de soi. Et c'est là que le récit change. Parce que peut-être, pour la première fois, vous n'êtes plus disposé à continuer à vivre ainsi. Mais le changement fait mal. Et cela demande quelque chose d'effrayant, rompre avec le rôle que vous avez accepté de jouer pendant si longtemps. Et ce n'est pas facile, parce que quand on commence à dire non, certaines personnes se retirent. Lorsque vous arrêtez de tout porter sur votre dos, le sol autour de vous tremble. Quand on ose être imparfait, ceux qui n'étaient là que par commodité disparaissent. Cela fait mal, mais gratuit. La douleur d'être abandonné pour être vrai. C'est toujours moins que la douleur d'être aimé par une fausse version de vous-même. En fait, arrêtez-vous un instant maintenant. Fermez les yeux, fermez et pensez. Combien de relations dans votre vie existent simplement parce que vous n'avez jamais imposé de limites? Et si vous n'aviez jamais dit autant de « oui » et si vous aviez dit une seule fois « aujourd'hui, je ne peux pas », qu'est-ce qui aurait changé? Certains diraient que ce sont des questions sans réponse. Mais Jung dirait que ce sont ces questions qui guérissent, parce qu'ils exposent les racines du modèle. Ce schéma commence dès l'enfance. Quand l'enfant apprend que s'il est bon, il sera accepté. Lorsqu'elle comprend que, pour ne pas causer de problème, il vaut mieux cacher ce qu'elle ressent. Des années plus tard, cet enfant devient adulte, et il continue d'essayer de garder sa maison émotionnelle bien rangée. Mais voilà, la facture arrive, et elle arrive avec de l'insomnie, avec manque d'appétit, avec des crises d'angoisse, avec le sentiment d'être toujours redevable envers le monde. Est-ce que vous ressentez cela? Il est peut-être temps de briser le cycle. Et si vous avez déjà essayé et échoué, ce n'est pas grave. La transformation n'est jamais une ligne droite. Mais il y a quelque chose que vous devez entendre maintenant, clairement, directement et sans romantisme. Être gentil ne sauvera pas vos relations, mais être honnête peut vous sauver de vous-même. Et il ne s'agit pas de devenir froid, amer ou individualiste. Il s'agit d'être entier. Il s'agit de se rappeler qu'un arbre a besoin de racines fermes pour lui fournir de l'ombre, et qu'un cœur doit être plein pour vraiment aimer. Ceux qui donnent toujours sans se nourrir dépérissent intérieurement. Et puis on ne comprend pas pourquoi le monde paraît si gris, tellement injuste, tellement indifférent. Ce n'est pas le monde, c'est la façon dont vous vous comportez avec lui. Et quand tu changes, tout change. Clara, la femme au début de cette partie, a commencé à dire non. Elle a commencé à sortir seule. Il a recommencé à peindre, ce qu'il a fait à 19 ans. Au début, les enfants ont été surpris. Ils ont dit qu'elle avait l'air bizarre. Mais au bout de quelques mois, ils ont commencé à vraiment l'admirer. Parce que maintenant, Clara n'est pas qu'une présence silencieuse. C'est une femme à part entière. Et c'est peut-être là l'invitation pour cette partie de la vidéo. Autorisez la réapparition. Permettez-vous de vous sentir en colère. Autorisez-vous à avoir des désirs. Se permettre de décevoir ceux qui ne vous aimaient que lorsque vous vous annuliez. Permettez-vous d'être Clara. Acceptez-vous cette invitation? Si oui, dites-le moi ici dans les commentaires. Quel rôle émotionnel vous sentez-vous prêt à abandonner? Ce pourrait être celui du conciliateur, du sauveur, du pilier, de l'éternel soignant. Cela n'a pas d'importance. Écrire. Mettre cela en mots pourrait être le début de votre libération, parce que vous n'êtes pas venu dans ce monde pour répondre aux attentes des autres. Vous êtes venu vivre votre vérité. Et Jung a toujours cru que le destin commence à changer quand quelqu'un a le courage d'être qui il est, les ombres et tout. Maintenant, plongeons-nous dans les mécanismes de contrôle invisibles qui opèrent chez les bonnes personnes. Et comprenez comment la peur d'être rejeté construit des prisons émotionnelles qui vous empêchent d'être libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes déjà préparé pour cette plongée. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la part de votre vie qui a été guidée par un seul désir silencieux? Pas le désir d'être heureux, pas l'envie d'évoluer, mais le désir d'être accepté. Accepté par la famille, accepté par des amis,
accepté par les collègues, accepté même par les étrangers. Et le prix de ça? Oh, silencieux, émotionnellement dévastateur. Carl Jung disait que ce que nous désirons le plus chez les autres est souvent ce que nous oublions de nous offrir. Et c'est peut-être pour cela que tant de bonnes personnes ressentent un vide si énorme dans leur poitrine. Parce qu'ils vivent en essayant de conquérir un amour extérieur qu'ils n'ont jamais appris à cultiver intérieurement. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, ouvrons une nouvelle porte, pas pour échapper à la douleur, mais comprendre ce qu'elle est venue nous apprendre. Parce que toute douleur a une fonction. Et la douleur des bonnes personnes est une boussole qui pointe vers une vérité trop longtemps négligée. Être bon ne peut pas signifier disparaître. Vous souvenez-vous de l'histoire de Clara? La femme qui s'est consacrée à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle s'était perdue dans le processus? Elle n'est pas seule. Elle représente des millions. Le motif est répété à différentes voix. J'ai tout fait pour eux. J'étais toujours là. Je voulais juste que quelqu'un prenne soin de moi comme je prends soin des autres. Mais au fond, toutes ces voix signifient « j'aimerais juste pouvoir vraiment exister ». Alors, maintenant, je vous pose une question directe. Vous autorisez-vous à exister? Pas sur papier, pas en fonction, mais au fond? Vous permettez-vous de dire ce que vous pensez? Choisissez ce que vous voulez? Exprimez sa colère sans culpabilité? Acceptez votre vulnérabilité sans craindre d'être rejeté? Sinon, alors peut-être que votre gentillesse est devenue une prison. Et il faut y faire face honnêtement. Les bonnes personnes ne souffrent pas parce qu'elles sont bonnes. Ils souffrent parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'ils n'ont pas le droit d'être plus que cela. Plus complexe, plus entier, plus humain. Ce que Jung a découvert, et peu de gens ont le courage d'y faire face, c'est que notre côté, trop gentil, porte souvent un désir inconscient de contrôle. Oui, contrôle. Parce qu'être bon tout le temps est, dans une certaine mesure, une tentative désespérée de s'assurer que les autres ne nous abandonnent pas. Avez-vous remarqué cela? Vous dites oui, non pas parce que vous le souhaitez, mais parce que vous avez peur de dire non et de perdre votre affection. Vous ravalez votre colère, non pas parce que vous êtes évolué, mais parce que vous avez peur que l'autre s'éloigne. Vous vous adaptez, vous vous façonnez, vous vous dissolvez, pour ne pas être laissé pour compte. Mais que se passe-t-il lorsque le prix à payer pour être accepté est le déni de votre âme? Que reste-t-il de vous quand tout le reste a été donné? C'est à ce moment-là que surgit l'épuisement, le sentiment de porter un fardeau qui n'a pas de nom. Épuisement existentiel. La perte de brillance des yeux. Et tout cela se produit, ironiquement, au nom de quelque chose que vous ne recevez jamais réellement. L'amour inconditionnel. Parce que l'amour qui dépend de votre performance, de votre utilité, de votre altruisme, de votre perfection, ça n'a jamais été de l'amour. C'était un contrat émotionnel tacite. C'était une dépendance. C'était une commodité. Et même si c'est difficile à admettre, vous méritez plus que ça. Vous méritez le genre d'amour qui peut gérer vos limites, votre douleur, ton silence, votre besoin de vous ressaisir. Mais ce genre d'amour ne vient qu'après avoir appris à dire « Je n'ai plus besoin d'être aimé de tout le monde pour me sentir entière ». C'est à ce moment que commence la libération. Et avec cela, la transformation. Clara, notre personnage du volet précédent, écrivait un jour dans une lettre « C'est seulement après avoir arrêté d'essayer de plaire que j'ai commencé à être respecté. Mais je devais d'abord me respecter. C'est le tournant, le point de rupture, la naissance de la version la plus vraie de vous-même. Parce que voyez, vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'être bon. Vous devez arrêter d'avoir peur de ne pas être aimé si vous êtes vrai. Si cela vous fait encore peur, c'est parce que vous regardez toujours le monde à travers les yeux de quelqu'un qui doit prouver qu'il en est digne. Mais Jung a enseigné que le chemin vers l'individuation, le chemin de l'âme, commence précisément lorsque le besoin d'approbation commence à disparaître. Quand tu commences à faire des choix pour ne pas plaire, mais parce qu'ils vous rapprochent de qui vous êtes vraiment. Et voici la grande réponse au dilemme que nous avons soulevé jusqu'à présent. Pourquoi les bonnes personnes se sentent-elles si fatiguées? Parce qu'ils essaient d'entretenir des relations qui nécessitent leur déni. Pourquoi vivent-ils des relations sans réciprocité? Parce qu'ils enseignent aux autres que leur présence est garantie, même lorsqu'ils sont vides. Pourquoi se sentent-ils seuls même lorsqu'ils sont entourés de gens? Parce qu'on ne les voit pas. Ils servent juste.
Et comment pouvez-vous changer cela, sans devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas? Apprendre à inclure votre ombre, votre colère, votre vulnérabilité, vos limites, votre vérité. C'est le point. Ce que vous réprimez et cachez, par peur de perdre les autres, est exactement ce qui pourrait vous rapprocher des bonnes personnes. Jung a écrit un jour, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et peut-être qu'après tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, vous êtes prête à vous réveiller. La question n'est désormais plus « Comment être accepté ?» La question est « Comment puis-je être vrai tout en restant en paix ?» Parce que la paix sans vérité est une anesthésie. Et l'anesthésie est le contraire de la vie. Vous méritez de vivre éveillé, cadeau, entier. Et cela n'est possible que lorsque vous commencez à perdre votre caractère et rentre en toi. Dans des vidéos précédentes, nous avons abordé la reconnaissance de la douleur, comprendre l'origine, observer des modèles, conscience du cycle. Mais maintenant, et ensuite, que faire de tout ça? Comment, de manière pratique, sortir de la théorie et remettre les pieds sur terre? Comment rompre les contrats émotionnels silencieux? Comment commencer au quotidien à intégrer tout ce qui a été vu? Cette réponse ne peut être exprimée uniquement par des mots. Cela exige de l'action. Et c'est pourquoi construisons-en un ensemble pratique, émotionnel et profond, étape par étape, pour que vous commenciez à vivre non pas comme le personnage de bonne personne, mais comme quelqu'un à part entière, avec force, vérité et présence. Peut-être que vous êtes arrivé jusqu'ici avec une oppression dans la poitrine, une sorte de tristesse sereine, comme si, au cours des dernières minutes, vous aviez entendu pour la première fois quelque chose qui était en vous depuis des années, mais pour lequel vous n'aviez jamais trouvé de mots. Peut-être que vous vous êtes vu dans chaque silence, dans tout oui forcé. Chaque nuit, vous vous allongez épuisé après avoir pris soin de tout le monde, sauf de vous-même. Et peut-être qu'en ce moment vous vous demandez, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai ressenti? Cette question est puissante, parce que cela indique que quelque chose s'est réveillé. Une petite étincelle de transformation a commencé à brûler en vous. Et comme le disait Jung, le chemin n'est pas à l'extérieur. Le chemin est à l'intérieur. Alors maintenant, je ne veux pas vous donner une liste de choses à faire, mais un plan de reconnexion avec votre âme. Un pas à pas qui n'est pas rigide, mais vivant. Cela ne vous facture pas, mais vous invite. Cela ne nécessite pas de précipitation, mais nécessite de la présence. Ce plan comporte 6 mouvements. Si vous acceptez vraiment au moins l'un d'entre eux, votre relation avec le monde et avec vous-même commencera à changer. 1. Reconnaissez où vous avez disparu. Arrêtez-vous quelques minutes. Fermez les yeux. Respirez profondément. Maintenant, réfléchissez au rôle que vous jouez. Selon vous, lesquels devez-vous être quelqu'un pour être accepté? Ou réalisez-vous que vous ne pouvez pas faire d'erreur, que vous ne pouvez pas échouer, que vous ne pouvez pas demander? Écrivez-le. Écrivez-le simplement. Listez les espaces où vous vous sentez plus utile qu'humain, plus nécessaire qu'aimé, plus fonctionnel que gratuit. C'est votre point de départ. 2. Surveillez votre « oui » sans âme. Au cours des 3 prochains jours, faites attention à chaque fois que vous dites « oui ». Après chacun, demandez-vous « est-ce que ça vient de ma vérité ou de ma peur ?» Si cela vient de la peur, peur de déplaire, de paraître égoïste, de provoquer un conflit, restez silencieux un instant et ressentez « qu'est-ce que je voulais vraiment dire ?» Vous commencerez à réaliser que votre âme est étouffée entre les compromis. Et rien qu'en le nommant, quelque chose change. 3. Répétez votre premier « non » sacré. Choisissez une petite situation légère et quotidienne, celui que vous accepteriez normalement en silence. Mais cette fois, dites non, calmement, avec respect, fermement. C'est peut-être refuser une invitation, reporter une faveur, demander du temps, limiter une conversation, ne pas affronter, mais pour se protéger. Ce « non » peut être le germe d'un nouveau cycle émotionnel. Parce que chaque limite que vous fixez est un rappel silencieux. Vous comptez aussi. 4. Prenez votre énergie là où elle ne revient pas. Avez-vous des personnes, des environnements ou des tâches qui vous épuisent? Ceux qui vous aspirent en silence et ne vous rendent jamais l'appareil par la présence, l'écoute ou l'attention. Il est désormais temps de réorganiser votre livraison. Réduisez le temps, réduisez la puissance, réduisez l'urgence. Ce n'est pas de la froideur, c'est la maturité émotionnelle.
Comme le disait Jung, vous ne pouvez pas servir la lumière du monde si vous éteignez votre propre flamme. 5. Proposez un nouveau contrat émotionnel avec vous-même. Prenez un papier vierge. Écrivez-vous une nouvelle promesse. Cela ne doit pas être long. Il faut juste que ce soit vrai. Exemple. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à m'écouter avant de chercher à plaire. Je me permets d'être entier, même si cela rend étrange les gens qui ne connaissent que la moitié de moi. Lisez cette promesse à haute voix, tous les jours, jusqu'à ce que cela commence à devenir réel en vous. 6. Créez votre espace de reconnexion quotidien 5 minutes. C'est tout. Réservez un petit moment chaque jour, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous dormez, ou entre les pauses. Ne pas méditer, prier ou travailler sur votre spiritualité, sauf si vous le souhaitez. Mais pour existe simplement sans rôle. Asseyez-vous, respirez, demandez-vous, comment vais-je vraiment en ce moment? Aucun jugement, aucune correction, juste de la présence. Cet espace deviendra progressivement votre maison intérieure, un lieu de refuge, de nourriture et de reconnexion. Ces 6 mouvements n'ont aucun but, ils ne sont pas pressés, et il n'y a pas de comparaison. Ce sont des pratiques pour récupérer votre âme, pour retrouver votre intégralité, honorer votre propre histoire. Et si, en arrivant ici, vous avez senti que vous vouliez approfondir ce voyage, il y a quelque chose qui peut vous aider avec délicatesse et constance. Un guide créé spécialement pour les personnes sensibles, réfléchies et profondes, comme vous. Des gens qui s'en soucient trop, c'est trop, et ils s'oublient souvent en chemin. Ce guide s'appelle « Méthode Lude de Jung ». 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Ce n'est pas un manuel, c'est un espace. Un espace où, en seulement 5 minutes par jour, on apprend à regarder à l'intérieur, à l'écoute de votre ombre, pour calmer votre esprit et retrouver, petit à petit, le centre perdu à cause du don excessif. Vous pouvez accéder à ce matériel directement via commentaire épinglé ici, sur cette vidéo. Ou, si vous regardez à la télévision, sur un ordinateur portable ou sur une tablette, pointez simplement l'appareil photo de votre téléphone portable vers le code QR qui apparaît à l'écran. Simple, intuitif et profond. Une invitation quotidienne pour ne plus vous perdre. Enfin, je veux vous dire quelque chose que personne n'a peut-être dit auparavant. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour être honnête. Vous n'avez pas besoin de mériter du repos. Vous n'êtes pas obligé de vous donner jusqu'à la rupture pour prouver que vous aimez. Vous avez juste besoin d'être entier. Et les gens disent parfois non. Des personnes entières s'éloignent parfois. Des gens entiers pleurent parfois. Mais surtout, des gens entiers ont la paix. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, je vous invite désormais à poursuivre cet échange d'âme à âme. Abonnez-vous ici à la chaîne Plénitude en réflexion. Cet espace existe pour vous rappeler ce que le monde insiste pour effacer. Votre profondeur. Laisse ton like si cela avait du sens. Et si tu veux, partagez votre histoire ou vos sentiments dans les commentaires, même de manière anonyme. Votre douleur, vos doutes, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre avait besoin de lire aujourd'hui pour ne pas abandonner. À bientôt pour le prochain voyage. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour être parfait. Vous êtes ici pour être entier. Et c'est ce qui rend ton âme si belle.